Bonsoir, ravie de vous retrouver ce soir pour ce nouveau webinaire en compagnie de Laura Potier, ingénieure patrimoniale au sein des équipes de Generali Wealth Solutions. Laura, je vous laisse peut-être présenter Generali Wealth Solutions. Bonjour à tous, merci Stéphane. Donc oui, Laura Potier, ingénieure patrimoniale chez Generali Wealth Solutions. Generali Wealth Solutions, c'est la société de gestion patrimoniale dédiée au réseau et aux partenaires de Generali. On intervient sur deux piliers, l'ingénierie patrimoniale et l'ingénierie financière. Donc aujourd'hui, on est là pour traiter d'un sujet d'ingénierie patrimoniale, un sujet qui nous intéresse tous, qui est quelles sont les solutions pour bien préparer sa retraite. 84% des Français actifs affirment qu'il est nécessaire de mettre en place une retraite par capitalisation, selon notre baromètre Alta Profit IFOP que nous publions tous les ans en juin. Un taux de remplacement qui est ce que représente la pension de retraite au moment de la liquidation des droits à la retraite par rapport au dernier salaire représente pour les non-cadres 75%. Pour les cadres, c'est 50%. On assiste donc à une véritable prise de conscience de la nécessité de se mettre en place une retraite par capitalisation pour pouvoir se procurer des revenus complémentaires au moment de la retraite et maintenir son pouvoir d'achat. Mais quels sont les outils à notre disposition? Quelles sont les solutions possibles? Alors bien sûr, il y a acheter sa résidence principale. On n'aura plus de loyer à payer au moment de la retraite. C'est aussi être détenteur d'un contrat d'assurance vie qui, c'est vrai, est un outil patrimonial qui peut financer des projets, mais qui peut aussi servir pour se procurer des revenus au moment de la retraite. On peut acheter de l'immobilier de rapport pour obtenir des loyers de ce bien immobilier lorsqu'on y met un locataire. Par exemple, dans le cadre de la pierre papier, ça peut être aussi acheter de la nue propriété et s'organiser pour que le démembrement de propriété se réalise au moment de la liquidation des droits à la retraite et l'usufruit rejoint la nue propriété et on devient plein propriétaire et on touche des loyers. On pourra revenir sur ces différents dispositifs lors de prochains webinaires, mais ce soir, avec Laura, nous allons plus particulièrement parler du plan épargne retraite qui est né il y a 5 ans maintenant dans le cadre de la loi Pacte. On fête son anniversaire cette année. 10 millions de paires qui ont été souscrits depuis sa création, donc un véritable succès. C'est un produit qui était très attendu des Français. Mais pourquoi effectivement ce produit est-il aussi indispensable aujourd'hui dans sa construction patrimoniale? Nous allons y revenir. Je vais laisser la parole à Laura. Et ce que je vous propose, c'est que à la fin de cette présentation, eh bien, vous interagissiez et nous répondrons à vos questions. Alors Laura, pour commencer, nous avons besoin d'exposer les différents types de paires qu'on trouve actuellement, leurs caractéristiques et plus particulièrement ces fameux compartiments. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Et à quoi ça sert finalement tout ça? Oui, alors le PER, c'est un dispositif d'épargne à long terme dont la liquidation va se déclencher à la retraite de l'épargnant, hors cas de déblocage anticipé sur lesquels nous reviendrons. Donc comme l'a dit Stéphane, le PER, il est composé de plusieurs compartiments au nombre de 3. Donc le premier compartiment qui est le PER individuel qui vient remplacer le PERP et le contrat Madelin. Donc ce compartiment, il est alimenté par les versements volontaires de l'épargnant. Le deuxième compartiment qui est le PER d'entreprise collectif qui vient remplacer le PERCO. Et donc, ce compartiment, il est alimenté par les versements provenant de l'épargne salariale. Donc, ça inclut l'abondement, la participation, le transfert d'un compte épargne-temps, par exemple. Et enfin, le troisième compartiment, qui est le PER d'entreprise obligatoire, qui s'est substitué à l'ancien contrat article 83. Et donc, ce compartiment, il est alimenté par les cotisations obligatoires de l'employeur voire du salarié, dans le cadre des régimes de retraite supplémentaires d'entreprise.
Donc, on voit que ces 3 compartiments sont regroupés dans un seul et unique produit et l'objectif, c'est de simplifier la gestion de l'épargne retraite. Merci Laura. Alors, si on s'intéresse plus particulièrement au premier, au PER1, c'est vrai qu'on est actuellement dans une période qui est propice au questionnement fiscal. Quelle est la fiscalité qui va s'appliquer au PER et à la souscription, mais aussi sur les versements volontaires qu'on peut faire pour alimenter son contrat? Oui, alors le régime fiscal du PER se caractérise par un mécanisme qu'on peut dire incitatif. La raison, c'est que le titulaire du PER peut effectuer des versements volontaires qui seront donc déductibles de son revenu imposable, ce qui va générer concrètement une baisse de l'imposition. Donc pour un salarié, la limite de déduction, elle est de 10% de ses revenus annuels dans la limite de 8 passes, avec une déduction maximale pour l'année 2024 de 35 194 €. Maintenant, pour un travailleur non salarié, donc un TNS, la limite, elle est de 10% de ses revenus professionnels, limitée à 8 passes, auquel on peut ajouter 15% sur la fraction des bénéfices professionnels. Donc, ce qui fait pour l'année 2024 une déduction maximale de 85 780 €. Donc, on voit que cet avantage fiscal s'analyse un peu comme un sursis d'imposition. Pourquoi ? Parce que les versements qui sont déduits à l'entrée, ils seront réintroduits dans le revenu imposable à la sortie. Donc, c'est un mécanisme qui est très attractif pour les ménages qui relèvent de taux marginaux d'imposition élevés et qui auront probablement une baisse de ce taux d'imposition à la retraite au moment de la sortie. Est-ce que nous pourrions prendre un exemple pour mieux se rendre compte de cet avantage fiscal du PER, notamment à l'entrée ? Oui, bien sûr. Donc, prenons un exemple pour bien voir comment vont fonctionner ces versements volontaires. Donc, on peut prendre l'exemple d'un client célibataire, salarié, imposé à 30%, avec des revenus de 50 000 €. Et ce client, ce qu'il souhaite faire, c'est faire un versement volontaire sur son PER de 5 000 €. Donc, la première étape, c'est de déterminer le plafond de déduction par rapport à ses revenus. Donc là, 10% de 50 000 €, ça nous donne 5 000 €, ce qui correspond bien au montant que le client souhaite verser. Donc, l'avantage fiscal va être de 5 000 €, ce qui veut dire que le revenu imposable va passer de 50 000 € à 45 000 €. Maintenant, si on calcule le montant de l'impôt à payer avant et après ce versement, donc pour un revenu imposable de 50 000 €, le montant de l'impôt est d'environ 8 200 €. Après, une fois que le versement a été fait, donc lorsque le revenu imposable il passe à 45 000 €, là, le montant d'impôt à payer est de 6 700 € à peu près. Donc, on voit que dans ce cas, un client qui réaliserait un versement volontaire de 5 000 € sur son PER aurait une économie d'impôt de 1 500 €. Très bien. Voilà. On peut peut-être maintenant nous parler de ce qui se passe à la sortie. Alors, l'un des gros atouts du PER, c'est qu'on peut sortir en capital. C'est pas forcément le cas dans le passé avec les produits d'épargne retraite où souvent on sortait en rente. Ici, avec le PER, on peut sortir en capital et ça reste une option, hein. On pourra opter pour une rente si on le souhaite, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir cette possibilité. Alors, on peut sortir en capital une seule fois, mais on peut aussi sortir en capital et avec un capital fractionné. Et alors, quelle est la fiscalité qui va s'appliquer? Si à l'entrée, comme vous l'a décrit Laura, on a une déductibilité des primes versées de son revenu imposable, eh bien à la sortie, le capital, il va être fiscalisé. Il va être fiscalisé à l'impôt sur le revenu. On réintègre ce capital. Par contre, la partie plus-value, quoi qu'il arrive, la partie plus-value va être taxée à la flat tax avec, bien sûr, les prélèvements sociaux. Donc, on voit qu'on a effectivement un avantage à l'entrée et à la sortie, eh bien, il y a un rattrapage sur cet avantage. Mais ce qui peut être intéressant, c'est cette possibilité de sortir
en capital fractionné. Ça permet ainsi, d'étaler dans le temps la pression fiscale, voire même éviter, dans certaines situations, éviter l'impôt. Donc il y a un vrai questionnement à avoir, une vraie réflexion à poser sur le dispositif fiscal, puisque vous voyez que le père est relativement souple avec ses différentes options à tiroir, et de se dire est-ce que je prends l'avantage à l'entrée ou est-ce que je le prends à la sortie? Bien évidemment, ça dépendra de votre situation fiscale. Là, on a évoqué donc la sortie en capital, mais on peut aussi sortir en rente. On peut opter pour la rente, Laura. Tout à fait, oui. Donc, si on n'opte pas pour une sortie en capital, on peut opter pour une sortie en rente, mais on peut aussi opter pour une sortie à la fois en capital et en rente. Donc, si on regarde la fiscalité d'une sortie en rente, donc comme l'a dit Stéphane, il faut bien regarder si les versements ils ont été déduits ou non à l'entrée. Donc, le premier cas, si les versements ont été déduits à l'entrée, eh bien là, la rente, elle est imposée dans la catégorie des pensions et retraites, donc avec l'abattement de 10%. Et à noter également que dans ce cas, une partie de la rente peut bénéficier d'un abattement en fonction de l'âge du retraité au début de la rente. Maintenant, si les versements n'ont pas été déduits à l'entrée, eh bien là, la rente, elle est imposée dans la catégorie des rentes viagères à titre onéreux. Et précision, dans les deux cas, les prélèvements sociaux sont dus. Maintenant, il y a une autre question également qui est souvent posée par les clients, c'est est-ce qu'il est possible de récupérer ses capitaux avant la retraite? Alors, c'est effectivement une bonne question. Alors, le père, l'objectif du père, c'est se procurer un revenu au moment de la retraite. Donc, c'est ce qu'on appelle une épargne longue. Donc, par essence, le père est bloqué. On ne peut pas sortir avant. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des assureurs un contrat non rachable. Par contre, le législateur a prévu des cas de déblocage anticipé. On a des cas de déblocage anticipé face à un accident de la vie qui va le justifier et justifier d'avoir besoin de retirer cet argent. C'est le décès, c'est l'invalidité, c'est des périodes de chômage. Mais la loi Pacte a créé avec le père un assouplissement et on peut aussi débloquer son plan épargne retraite pendant la phase de constitution d'épargne si on souhaite faire l'acquisition d'une résidence principale. Le capital pouvant représenter un apport personnel et qui rentre dans un financement global de la résidence principale. Alors la fiscalité qui va s'appliquer, c'est toujours le même principe. Le capital en cas de déblocage, il est exonéré, mais là, pour la résidence principale, eh bien, ça sera intégré des revenus imposables et donc taxés au barème progressif. Par contre, dans tous les cas de déblocage, la partie plus-value est totalement défiscalisée et donc n'est pas taxée à la flat tax. Donc ça, c'est cette possibilité de sortie vraiment avant l'âge de liquidation des droits, de l'âge de liquidation des droits à la retraite. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est en cas de décès. Que se passe-t-il si bien le souscripteur assuré du père décède avant l'âge de liquidation des droits à la retraite? Alors, la fiscalité du PER, elle va dépendre principalement de l'âge qu'a le titulaire du PER au moment de son décès. Et la fiscalité va aussi dépendre de la forme sous laquelle les bénéficiaires vont récupérer les sommes, donc capital ou rente. Donc, on voit que l'une des spécificités du PER, c'est que la fiscalité, elle va découler de l'âge qu'a le titulaire du PER au moment de son décès et non pas de l'âge auquel on verse les primes, comme ça peut être le cas, par exemple, en assurance vie. Donc, on va voir avec Stéphane quelle est la fiscalité applicable pour un décès après 70 ans. Alors, quand le souscripteur assuré décède après 70 ans, c'est les capitaux qui vont être transmis donc aux bénéficiaires vont être taxés à ce qu'on appelle l'article 757B du Code général des impôts que l'on retrouve dans le cadre de l'assurance vie. Et
ce dispositif bénéficie d'un abattement global qui sera de 30 500 €, mais cet abattement va s'appliquer donc par titulaire de pair et il va s'appliquer pour l'ensemble des bénéficiaires et pour l'ensemble des primes qui auraient pu être versées avant ou après 70 ans, comme vous le disiez, Laura. Et il va prendre en compte donc l'ensemble des contrats assurance vie et les pairs, parce qu'on peut avoir plusieurs pairs. Et donc, après 70 ans, la totalité des sommes donc seront taxées au 757B, intérêts et capital. Et par contre, avant 70 ans, je vous laisse, Laura, nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Oui, donc si le titulaire du PER décède avant 70 ans, donc là, c'est la fiscalité qu'on connaît, la fiscalité de l'assurance vie. Donc ça veut dire que chaque bénéficiaire va avoir un abattement de 152 500. Au-delà, il sera taxé à 20% jusqu'à 700 000 €. Et au-delà de ces 700 000 €, le taux est de 31,25%. En revanche, sur cette partie du décès avant 70 ans, il y a une particularité qui est propre au PER, c'est si le décès du titulaire du PER intervient avant la liquidation de ses droits à la retraite, donc avant l'âge légal de départ à la retraite. Dans ce cas-là, donc on est toujours sur la même fiscalité, mais c'est l'assiette de taxation qui se trouve réduite puisque seule la dernière année de versement de primes servira d'assiette taxable. Donc on voit que dans ce cas, qui est le décès avant l'âge légal de départ à la retraite, eh bien l'assiette est très réduite, donc la fiscalité est par conséquent également très réduite. À noter aussi que si les bénéficiaires optent pour une rente, eh bien là, la rente, elle sera imposée dans la catégorie des rentes viagères à titre onéreux. Et enfin, dernière précision, c'est que si le bénéficiaire, c'est le conjoint survivant ou le partenaire de PACS, eh bien là, il n'y a pas de fiscalité, puisque comme on le sait, le conjoint survivant et le partenaire de PACS sont toujours exonérés de droits de succession. Et donc maintenant qu'on a vu, qu'on a balayé la fiscalité, que ce soit à l'entrée, à la sortie ou en cas de décès, on va voir avec Stellane quels sont les éléments d'un bon PER. Alors, on voit bien, ce PER présente déjà par son cadre fiscal, donc une certaine souplesse dans son fonctionnement. Cette souplesse, on va la retrouver également dans l'alimentation du plan épargne retraite. On peut faire des versements réguliers, progressifs. D'ailleurs, quand on investit sur les marchés, c'est toujours fortement conseillé. Mais ces versements, ils sont pas obligatoires. On peut les diminuer, on peut les augmenter si on le souhaite, on peut aussi les arrêter et rester toute une période de son existence professionnelle sans verser sur son PER. Donc, on a une totale liberté dans la façon dont on va alimenter le plan épargne retraite. Il va s'adapter à notre capacité d'épargne et en fonction de cette capacité d'épargne, eh bien, cette épargne pourrait être indolore ou pas. Et le plan épargne retraite aujourd'hui, pour qu'il s'adapte, je dirais, à toutes les situations professionnelles et quelque part à tous les âges, eh bien, on trouve sur le marché des seuils qui sont très bas. Aujourd'hui, on peut ouvrir un PER avec 100 € et l'alimenter par quelques dizaines de milliers d'euros mensuellement, par exemple. Donc, très souple dans son fonctionnement, accessible avec une somme modique au départ, on peut arrêter quand on veut. L'offre financière, comment le capital va travailler? Plus l'épargne longue, plus il faut effectivement s'intéresser au marché financier parce que c'est là qu'on va vraiment aller chercher de la performance. Et les offres financières du PER aujourd'hui présentent une multitude de véhicules financiers, que ce soit des titres, des actions, que ce soit des produits indiciels comme des ETF, que ce soit des fonds, du fonds en euros, bien évidemment, qui sont les fonds qu'on retrouve aussi dans les contrats assurance-vie d'assureurs. Enfin, une offre très riche et diversifiée et qui permet de répondre à toutes les situations de profil investisseur. Le PER
propose aussi une option horizon retraite. Le législateur a prévu des cas de figure où des souscripteurs assurés ne souhaiteraient pas du tout se préoccuper de la gestion financière de leur contrat et donc de confier cette gestion financière à l'assureur qui lui-même pourra prendre conseil auprès d'établissements financiers et avec un mécanisme particulier et singulier spécifique au père qui est la désensibilisation, c'est-à-dire plus je vais m'approcher de la date de liquidation de mes droits à la retraite, et bien plus on va sécuriser le capital ou une partie du capital sur des produits de taux ou des produits à capital garanti pour bien sécuriser ce capital au moment de la retraite, parce qu'encore une fois, son objectif majeur sera les revenus au moment de la retraite pour venir vraiment compléter la pension de retraite. Donc ça, c'est le cadre général des paires qu'on peut trouver actuellement sur le marché. Si je dois donner quelques éléments sur le hyper d'Alta Profit, donc le nouveau paire d'Alta Profit que nous lançons là en septembre, le gros intérêt de ce produit proposé par les équipes et par le site Alta Profit, c'est que cette option horizon retraite, elle va être active et elle va être confiée à un sélectionneur de fonds et un gérant de fonds qui est Generali Wealth Solutions, et ces gages de recherche, d'optimisation et de performance tout au long de la durée du plan épargne retraite. L'autre atout, c'est que c'est un pair sur Internet et donc les frais, vous avez l'habitude sur Internet, donc les frais font partie des plus bas du marché, donc sont beaucoup plus modérés que ce qu'on peut trouver par ailleurs sur le marché auprès de distributeurs plus traditionnels. Enfin, le hyper a été créé par Generali, qui est un leader de l'épargne retraite en France et qui a une expérience et un savoir-faire sur ce type de produit. Et enfin, c'est vrai qu'en souscrivant un plan épargne retraite sur Internet, eh bien, c'est tout l'offre de services digital, c'est-à-dire déjà la souscription en ligne, la possibilité de créer son allocation d'actifs ou de choisir une option horizon retraite directement sur Internet et d'interagir sur son contrat en faisant des arbitrages ou des changements d'options sur Internet. Voilà. Donc quelques mots sur ce hyper. Et on voit bien combien ce produit, c'est pas un hasard si effectivement 10 millions de paires ont été souscrits depuis sa création. Il a vraiment sa place dans un dispositif général patrimonial et c'est vraiment l'outil de base aujourd'hui pour mettre en place cette retraite par capitalisation. En épargnant régulièrement, on peut investir sur les marchés et on va chercher de la performance. Enfin, le pair offre des fonds qui répondent aux exigences de l'industrie, de la loi industrie verte, pour effectivement une finance plus durable, qui sont aussi des critères auxquels vous épargnants donc vous référez aujourd'hui quand vous achetez un produit d'épargne. Voilà pour vous avoir donné quelques éléments donc sur le pair. L'ensemble des équipes sont bien sûr à votre disposition pour revenir sur ces points, mais peut-être dès à présent nous pouvons répondre à quelques questions qui sont arrivées en régie. Corentin? Peut-être une première question qui est revenue plusieurs fois pour commencer. Est-il utile d'ouvrir un pair à 60 ans ou après 60 ans? Il est toujours mieux de l'ouvrir le plus tôt possible et puis également cette possibilité de pouvoir déduire les versements volontaires. Une fois qu'on est arrivé à l'âge de la retraite, on n'a plus cette possibilité. Donc le plus tôt possible, c'est mieux. Alors quel est l'intérêt du pair comparé à un contrat d'assurance vie du coup? Je vais peut-être y répondre et vous pourrez compléter. C'est deux produits différents. Le pair, comme on l'a vu, et c'est une épargne longue. Son objectif, c'est véritablement
se procurer un revenu complémentaire, compléter la pension de retraite, l'assurance vie. Et donc, on a vu que le PER, sauf les cas de déblocage, et notamment pour l'acquisition de la résidence principale, c'est un produit qui n'est pas rachetable. On ne peut pas récupérer les sommes qu'on a investies, sauf cas, encore une fois, de déblocage. L'assurance vie, c'est un produit qui va financer différents projets. L'assurance vie peut, par exemple, financer un projet qu'on peut avoir à une échéance donnée, financer les études des enfants, financer un voyage, financer l'acquisition aussi d'une résidence ou un bien immobilier. L'assurance vie est un produit qui est liquide, c'est-à-dire on peut récupérer, ça s'appelle un rachat, il peut être partiel ou il peut être total. La fiscalité, bien sûr, s'applique, mais on peut récupérer les sommes qu'on a placées dans un contrat d'assurance vie. Ensuite, l'assurance vie, on l'a vu aussi, est vraiment l'outil de transmission du patrimoine. Il y a un cadre à la fois juridique, puisque l'assurance vie ne rentre pas dans la dévolution légale, et il y a un cadre fiscal qui donne à l'assurance vie vraiment les outils d'une transmission de patrimoine. On voit que le PER, son objectif majeur, c'est quand même la retraite complémentaire. Voilà. Non, j'ai rien à rajouter. Je dirais simplement que les deux produits sont complémentaires. Absolument. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Merci. Alors, dans la mise d'imposition, nous avons indiqué le plafond épargne retraite cumul non utilisé des années précédentes. Est-ce bien ce plafond calculé qui est à respecter ? Oui, pour un salarié, le plafond, il va être inscrit sur son avis d'imposition et on peut bien sûr utiliser les 3 années précédentes qui n'ont pas été utilisées. Et également, pour un couple donc marié ou pacsé, on peut également mutualiser les plafonds. Donc oui, c'est exact. Merci. Alors, est-ce qu'on peut transférer un PER existant dans notre organisme pour le IPER et est-ce qu'on perd son avantage fiscal ? En fait, c'est deux choses qui sont différentes. Le PER est un outil qui a été créé aussi pour être le réceptacle de l'ensemble des dispositifs retraite qu'on a pu avoir tout au long de sa carrière professionnelle. Donc oui, on peut transférer un PER sur le IPER, un PER d'une autre compagnie d'assurance que Generali. On peut aussi, et on l'a vu quand Laura a expliqué les différents compartiments, on peut aussi transférer un article 83 par exemple, et alors ça serait dans le compartiment 3 puisque c'est à cotisation obligatoire, donc et en sortie en rente. Les différents transferts iront dans les compartiments adaptés. Et à partir du moment où on a commencé à verser, par exemple sur le début de l'année, on va effectivement déduire ces primes de son revenu imposable. Et si on transfère sur le IPER et qu'ensuite, jusqu'à la fin de l'année, on continue à verser, ces primes sont aussi additionnées et déduites du revenu imposable. Voilà. Oui, le transfert n'a aucun impact sur la fiscalité du contrat. Merci beaucoup. Alors, toujours une question sur le IPER Generali. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les fonds ? Donc, est-ce que, par exemple, il y a des ETF ? Est-ce qu'il y a des SCPI dans ce IPER ? Alors, absolument. Donc, c'est vrai que j'ai parlé de l'option Horizon Retraite, donc qui est pour la partie unité de compte, donc qui est un mix entre un support sécuritaire et des unités de compte qui sont gérées par Generali Wealth Solutions avec ce dispositif de désensibilisation à l'approche de la retraite. Et il y a également l'option gestion libre. Et dans l'option gestion libre, on retrouve des unités de compte extrêmement variées avec des ETF, avec des titres vifs, avec des fonds, FCP ou SICAV, avec également des parts de SCI, donc de la pierre papier. On peut y retrouver également des fonds de private equity, enfin, tout ce qu'aujourd'hui on peut avoir à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie qui est autorisé par le Code des assurances, on le retrouve effectivement dans le IPER de Generali. Je dirais, disons, Generali a créé ici un produit qui rassemble les UC les plus
les plus pertinentes pour aujourd'hui aller chercher de la performance et surtout diversifier. Donc à la fois des ETF, des fonds et la possibilité bien sûr de faire une allocation avec ces différents véhicules. Merci. Alors, une question un peu plus rapide. Peut-on avoir plusieurs paires? Oui, on peut en avoir plusieurs. Il n'y a pas de limitation. Merci. Avec une carrière dont le salaire devrait régulièrement augmenter jusqu'à la retraite, est-il préférable d'optimiser fiscalement pendant la période de constitution du PER pour faire des économies d'impôts, ou bien plutôt lorsqu'on sera à la retraite, selon vous? Moi, je pense que le mieux, c'est d'alimenter son PER lorsqu'on est salarié, lorsqu'on perçoit des revenus de son travail, parce que ça va permettre notamment de baisser son taux d'imposition et donc d'avoir une économie d'impôt, puisque comme on l'a dit, généralement, le taux d'imposition, il est inférieur à la retraite. Donc, notamment, si on opte pour une sortie en capital fractionné ou non, eh bien, ça va permettre de lisser le taux d'imposition. Au moment de la retraite, ce qu'on conseille à nos clients, c'est quelquefois aussi de décaler, c'est-à-dire de décaler d'une échéance fiscale. Souvent, quand on prend l'année de la liquidation des droits à la retraite, on peut aussi bénéficier d'un article 39, de dispositifs, de primes, etc. Donc, on peut avoir une hausse de son revenu imposable à ce moment-là. Donc, rajouter le capital du père, ça peut effectivement provoquer un changement de tranche marginale d'imposition. Et donc, on suggère de décaler d'un exercice fiscal la liquidation du père et voire de le fractionner. Là, il y a une véritable réflexion à poser pour pouvoir optimiser la sortie du père. Merci. Alors, si on dispose d'un PER individuel, d'un PER collectif, d'un PER d'entreprise obligatoire, est-ce que les sommes versées, elles sont plafonnées? Sur le PER individuel, on peut verser autant qu'on veut, c'est l'avantage fiscal qui est plafonné. Et non, sur les autres compartiments, pour le coup, on est libre de verser les montants qu'on souhaite. Peut-être une dernière question, on vous laisse conclure. Je suis désolé, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Il y a énormément de questions, mais vous serez recontacté par un conseiller qui répondra à chacun de vos questions. Donc, une dernière question. Si vous deviez différencier l'IPER des autres PER, que diriez-vous? Alors, bon, déjà, c'est un produit sur Internet, donc on l'a largement évoqué. Donc, les frais qui sont parmi les plus bas du marché, si on prend l'ensemble du marché des pairs. Et après, ce que je trouve vraiment intéressant dans l'IPER, c'est que ce dispositif, cette option horizon retraite, avec sa gestion active, réalisée véritablement par une équipe de gérants, par des sélectionneurs de fonds et par des gérants qui vont aller chercher de la performance, qui vont gérer, qui prendront des positions par rapport à l'évolution des marchés financiers et qui vraiment choisiront les véhicules les plus adaptés au moment donné en fonction de la situation macroéconomique. Et encore une fois, le PER, c'est une épargne longue, donc on part sur combien de temps? On part sur 20 ans, on part sur 25 ans, on part sur 30 ans. Si on met en place un PER très jeune, eh bien, ça peut être une épargne sur plus de 30 ans. Et donc, d'avoir effectivement une équipe de gérants qui gère cette poche en unité de compte, je trouve que ça, c'est vraiment un plus et un gage, effectivement, d'aller chercher une valorisation du capital dans le temps. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'au-delà du dispositif fiscal, il faut vraiment qu'au moment de la retraite, le capital soit conséquent pour avoir un maintien du niveau de vie. Merci beaucoup. Je vous laisse conclure. Merci Corentin, merci beaucoup pour toutes ces questions. Bien sûr, on y répondra. Un conseiller donc reviendra vers vous pour répondre à toutes les questions. Merci Laura. Donc le PER, beaucoup de Français ont déjà souscrit leur PER. Toutes les personnes qui en ont pas, faut vraiment s'y intéresser. C'est un dispositif vraiment qui a sa place aujourd'hui
dans la préparation de sa retraite complémentaire. Et encore une fois, plus on ouvre son père tôt et plus on se laisse le temps de se créer un vrai capital au moment de la retraite. Merci infiniment pour votre fidélité et à très vite pour un prochain webinaire.